Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette première partie du débrief, ce qui veut dire qu'il y en aura forcément une deuxième. Nous sommes à Marrakech, en marge de la conférence du Policy Center for the New South, organisée cette année autour du thème un Atlantique plus affirmé et sa signification dans le monde. C'est en anglais, mais en français, ça donne globalement ça. Aujourd'hui, nous avons avec nous Pascal Boniface, que nous ne présentons plus, mais qu'on va quand même présenter rapidement. Bonsoir. Bonjour. Pascal. Bonsoir. Vous êtes directeur fondateur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, le fameux IRIS. Et donc, à partir de là, vous avez développé toute une série de conférences, d'idées, d'ouvrages aussi autour de la géopolitique. Nous en parlerons. Mais restons sur cette conférence de l'Atlantique. Donc, j'ai dit quel était le thème. Donc, ça tourne autour de l'Atlantique. Que vous inspire cette thématique de l'Atlantique, cette ancienne, nouvelle thématique de l'Atlantique qui revient depuis l'Atlantide, depuis le temps. C'est une thématique assez ancienne puisque ce Policy Center for the New South avait déjà développé la thématique de l'Atlantique avant de s'appeler ainsi. Et d'ailleurs, on remarquera que le changement de dénomination de ce sorte de recherche marocain qui est connu au niveau mondial, qui arrive à réunir des gens du monde entier, c'est assez exceptionnel de voir la qualité et la diversité des intervenants qui sont là. Et s'appeler Center Policy for the New South a été un choix avant même que l'on parle de plus en plus aujourd'hui de cette grande division, The West versus the Rest. Donc on peut dire que les dirigeants de ce think tank ont été un peu pressions et un peu d'avance. Le thème de l'Atlantique, bon, c'est bien sûr le Maroc a une façade atlantique et on sait que le Maroc a une double politique atlantique, politique méditerranéenne. On pourrait ajouter aussi une politique africaine. En fait, on peut dire que la diplomatie marocaine se déploie dans trois directions, avec deux fenêtres, l'une sur la Méditerranée, l'autre sur l'Atlantique, et peut-être une porte sur l'Afrique. Et donc, effectivement, ce thème est en fait dans ce forum qui dure sur 3 jours. On parle bien sûr des relations transatlantiques, ce qui change pour les Européens, parce que pour les Européens, les relations transatlantiques, c'est forcément des relations entre l'Europe et les États-Unis. Et donc, les relations transatlantiques, vues du côté marocain, nous forcent un peu à ouvrir le spectre et à montrer, et il y a effectivement des Américains et des Latino-Américains qui viennent ici. Donc, c'est un thème assez large, et moi, je suis vraiment frappé par la qualité et, une fois encore, la diversité des intervenants. C'est une sorte de mini-ONU qui se réunit avec des points de vue très différents parce que, selon l'endroit où vous avez été élevé, vous avez passé vos études, etc., vous avez forcément des perspectives différentes. Le tout, c'est de coopérer avec ces perspectives différentes. Alors, en fait, avant de continuer sur l'Atlantique, vous avez parlé à une ou deux reprises de Méditerranée. Je profite de la présence du géopolitologue que vous êtes pour vous poser la question, est-ce que le Maroc est davantage méditerranéen ou africain ? Est-ce qu'il y a une tradition historique méditerranéenne ? Faut-il choisir ? Non, c'est pas une question de choix, c'est une question d'histoire, une question de géopolitique, d'histoire de la géopolitique. Si je prends l'exemple de la France, nous sommes à la fois un pays méditerranéen et un pays atlantique. Tout à fait, affirmé. Et voilà. Et donc je pense Est-ce que le Maroc a déjà été méditerranéen ? Je pense que le Maroc a une double identité, voire une triple avec l'identité africaine. C'est un pays qui est à la fois arabe et africain. C'est un pays qui est à la fois atlantique et méditerranéen. Donc effectivement, je pense que l'identité ne se résume jamais à un seul facteur. Et qu'il s'agisse des États ou qu'il s'agisse des personnes. Vous-même, moi-même, notre identité n'est pas faite que d'un seul facteur dominant qui effacerait les autres. C'est un agrégat de facteurs différents et je crois qu'il en va pour les États, pour les nations, comme il en va pour les individus. Alors quand vous parlez d'Atlantique du Nord, vous en avez parlé, c'est le Ouest versus le Reste, le Nord forcément. Alors quand on voit l'Atlantique Nord, c'est organisé. Il y a l'OTAN, il y a le G7, bon globalement en ajoutant le Japon, globalement c'est organisé. Puis il y a le Sud. Le Sud c'est l'Afrique et c'est l'Amérique latine. Comment faire de cet ensemble, de lui conférer, lui donner, lui faire naître une identité, quelque chose qui fasse sens quoi, parce que entre deux continents qui sont éloignés, il faut le dire, même si on dit poétiquement que l'Atlantique est une passerelle, est un pont, que c'est pas un océan, ça reste un océan. Comment faire pour donner une identité à cet atlantisme ? Honnêtement, sans vouloir mettre les pieds dans le plat, je ne pense pas que l'Atlantique soit un pont. Il faut construire ce pont. C'est pas un pont naturel. Je veux dire, pendant des années, le Maroc avait assez peu de relations avec les pays d'Amérique latine. Ça se développe maintenant parce que le Maroc se globalise et que l'Amérique latine sort, elle, de son côté, d'un tête-à-tête un peu exclusif avec le continent du Nord, au-dessus d'elle. Donc en fait, non, l'Atlantique n'est pas un pont, il faut construire le pont. Et ce dialogue fait que ce n'est pas l'Atlantique qui sert l'identité, c'est nous sommes différents, nous sommes éloignés par l'Atlantique, qu'est-ce que l'on peut faire ensemble, quelles sont les convergences que l'on peut
dessinée. Mais je pense que la Méditerranée, beaucoup par son caractère fermé et plus étroit géographiquement, est beaucoup plus un lien que l'Atlantique. Les liens entre pays de l'Atlantique, de chaque côté de cet océan, sont nettement moins naturels que les liens entre les pays du sud ou du nord de la Méditerranée, qui remontent à des centaines, voire des milliers d'années. Mais la Méditerranée, on en a parlé tout à l'heure, c'est pratiquement pas fait, mais enfin bon, il y a beaucoup de choses qui se passent en Méditerranée. Là, il y a un espace qui est l'espace atlantique. Alors quand nous étions plus jeunes, on nous disait, nos maîtres nous disaient, attention, maintenant, aujourd'hui c'est l'Atlantique, le siècle, le 21e siècle, ça va être le Pacifique. Et là, il y a une sorte de volonté de retour vers cet Atlantique non conflictuel, peut-être parce que éloigné, non nucléarisé. Tout ça n'est-il pas finalement une forme de jouer sur les mots, de se gargariser de mots? L'Atlantique est nucléarisé puisqu'il y a au moins les États-Unis et la France qui sont des pays atlantiques. On parle d'Atlantique Sud, on parle plus de l'Atlantique Nord. D'accord. Alors oui, l'Atlantique Sud, mais une fois encore, ce n'est pas parce que c'est l'Atlantique Sud que les pays sont nucléarisés, c'est dans un choix qui a été fait. Et je crois que même si le Maroc développe ses relations avec les pays de l'Atlantique, il n'oublie pas les pays du Pacifique. Il n'est pas bordé par le Pacifique, mais le Maroc, je vois très bien depuis le temps que je travaille sur ces questions comment le Maroc a déployé une diplomatie beaucoup plus multiforme, beaucoup plus multilatérale, beaucoup plus multipolaire qu'il y a quelques années. Je veux dire, pendant très longtemps, les relations du Maroc, c'était avant tout l'Algérie, la France et les États-Unis. Et puis, voilà, ça s'est développé. Le fait de s'intéresser autant à l'Afrique comme vous le faites maintenant est relativement nouveau à l'échelle historique. Enfin, je veux dire, c'était moins le cas. Bon, tout simplement parce que c'est... vous savez, ça remonte aux Almoravides, ça remonte à un bon millier d'années. Oui, mais enfin, disons de le faire au moins aussi activement diplomatiquement. Au-delà de le fait, quand on regarde les cartes de la Royal Air Maroc, on voit bien alors qui n'existait pas des temps anciens par définition. Donc non, je crois que je ne pense pas qu'on puisse résumer le Maroc à une identité atlantique. Il a cette identité, il fait, et ce forum est dédié à cela. Donc bien sûr, on en parle beaucoup plus, mais même dans ce forum, on parle d'autres sujets que des seuls sujets atlantiques. Il y a des sujets globaux comme les Nations Unies, il y a des sujets méditerranéens, donc les sujets sont multiples. Alors quand on parle d'atlantisme, je voudrais revenir sur cette vision royale du roi Mohammed VI, sur ce que j'appelle l'afro-atlantisme. Il a fait un discours que vous avez certainement entendu ou lu au début du mois de novembre sur le désenclavement du Sahel donc vers l'Atlantique et puis l'ouverture vers l'Atlantique et l'ouverture de l'Atlantique sur le reste. Comment vous voyez, en tant que géopolitologue encore une fois, cette vision qui est très globale, qui est très large, ne plus considérer le Sahel par la seule ornière ou la seule fenêtre sécuritaire ou militaire, mais voir les problèmes qui sont là, qui sont les problèmes, entre autres, de l'enclavement. Comment vous voyez les choses? Oui, effectivement. Enfin, les problèmes du Sahel sont nombreux. Problèmes démographiques, problèmes sécuritaires. Alors, effectivement, il y a une façade atlantique dont les pays du Sahel ne profitent pas beaucoup et qui est en partie aussi liée à des trafics, etc. Je ne pense pas que les pays du Sahel soient encore très conscients de leur identité atlantique. Peut-être que cela viendra par la suite, mais je pense que pour l'instant, ces pays n'ont pas vraiment le sentiment d'appartenance à un monde atlantique. Vous parlez des pays du Sahel qui sont pas atlantiques, forcément parce qu'ils sont enclavés. Et les autres, il y a les pays de la côte africaine, les pays de la côte africaine qui bordent le Sahel n'ont pas développé vraiment l'identité atlantique. On a donc une Afrique et en face une Europe. On a une Afrique en construction. Alors il y a la ZLECAf, la zone de libre-échange, il y a les organisations régionales qui arrivent à faire leur travail bon an mal an. Il y a l'Union africaine, bien entendu, il y a plusieurs relations multilatérales ou bilatérales en face, ou en haut plutôt, au nord. Il y a l'Europe qui, elle, semble plutôt en déconstruction. Oui, en fait, non, c'est qu'une construction qui a été trop rapide, trop gloutonne, et qui pose des problèmes, puisque, effectivement, c'est beaucoup plus difficile de s'entendre à 27 qu'à 6, 12 ou 15, et que l'élargissement de l'Europe s'est fait beaucoup plus rapidement que l'histoire, peut-être que les traces de l'histoire ne le permettent. C'est sûr que la vision, par exemple, de la Russie, et donc des États-Unis, parce que tout ceci est lié, est très différente si vous êtes baltes, polonais, ou portugais, et français ou allemand. Donc, en fait, nous n'avons pas encore, il faut bien l'admettre, une véritable politique
extérieure commune. Nous ne sommes pas d'accord sur les sujets essentiels. Alors, on est d'accord pour aider l'Ukraine, on est d'accord sur certains points, mais, je veux dire, sur l'autonomie stratégique européenne, il y a de profondes divergences. Il y a encore des différences entre le Nord et le Sud, entre l'Est et l'Ouest. Donc, en fait, ces différences apparaissent parce que nous sommes une union. Alors que l'Union africaine n'est pas vraiment une union au sens que l'est l'Union européenne. L'Union africaine est plutôt une organisation régionale, intergouvernementale. C'est moins un ensemble politique et censé définir, voilà. Alors je pense que l'unité africaine apparaît parce que, en fait, elle apparaît plus parce que dans la mesure où elle est moins poussée, donc on voit moins les divergences, et que la désunion européenne qui existe, je veux pas le nier, apparaît plus parce que nous sommes censés être une union, mais qu'en fait, nous avons toujours des perceptions nationales qui sont marquées par l'histoire et qui ne sont pas les mêmes. Vous y croyez, vous, un rapprochement entre les deux unions africaines et européennes? Il y a eu un sommet il y a un an et demi. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a eu des promesses de dons. Bon, on connaît les promesses de dons. On sait comment elles sont formulées, comment elles sont faites finalement. Est-ce que vous y croyez vraiment à ce genre de rapprochement? Parce que là, on est en train de parler des rapprochements Amérique latine-Afrique. Est-ce que déjà le rapprochement Afrique-Europe peut être fait? Depuis longtemps. Le rapprochement Afrique-Europe, on peut dire que l'Europe... Hors des papiers. Comment? Hors des papiers, hors des documents, hors de déclarations. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a véritablement quelque chose qui se passe? La vie entre les pays africains et les pays européens, elle est longue et ancienne. Alors, il y a eu un certain désintérêt dans les années 90, puisque l'Europe s'est surtout occupée de sa réunification. Et donc, effectivement, dans les années 90, pour différentes raisons, parce qu'il y avait une sorte de fatigue de l'Afrique en Europe, mais dans le monde entier aussi. L'URSS était absente puisqu'elle avait disparu. Du coup, les États-Unis s'en mêlaient moins. Et puis, voilà, maintenant, en fait, tout le monde veut venir en Afrique. Les Japonais, les Chinois, les Brésiliens, les Émiratis, les Turcs et forcément les Européens. Donc, il y a quand même une union. Enfin, il n'y a pas une union, mais il y a les relations entre l'Europe et l'Afrique. Elle est multiple. Il y a à la fois des organisations régionales qui coopèrent entre elles et surtout différents pays qui sont actifs dans les pays africains. Dans la plupart des capitales, vous avez des représentations bilatérales et puis il y a l'ambassadeur de l'Union européenne qui vient se superposer par rapport aux ambassadeurs bilatéraux. Alors c'est intéressant ce que vous dites, vous m'avez rappelé, j'avais pas prévu cette question-là, mais Chine-Afrique, États-Unis-Afrique, Turquie-Afrique, Israël-Afrique, pratiquement tous les Brésil-Afrique, tout le monde arrive. L'Europe aussi a fait son Europe-Afrique, mais avec la politique actuelle, avec les montées des droites un peu partout en Europe, les identitarismes, nationalismes, vous ne pensez pas qu'à terme c'est en train d'éloigner un peu les deux continents plutôt que de les rapprocher? En fait, c'est le rapprochement qui les éloigne. C'est-à-dire que dans la mesure où il y a de plus en plus de mouvements, ça suscite effectivement des crispations identitaires en Europe et que ces crispations identitaires suscitent un éloignement des pays africains qui estiment que il y a un double mouvement. Beaucoup d'Africains veulent aller en Europe parce qu'ils pensent que même il vaut mieux être pauvre en Europe que riche dans leur pays. Et en même temps, très souvent, l'Europe ferme la porte, les visas, les discours racistes qu'on entend, les discours d'exclusion qu'on entend très souvent. On a quand même entendu un parlementaire français d'extrême droite dire à un député noir « retourne en Afrique ». Ce monsieur est français, etc. Donc tout ça, ce que beaucoup de parlementaires ou de commentateurs européens et donc français, je vais parler de la France, que c'est mon pays, ne voient pas, c'est que nos débats qui très souvent parlent de façon très négative des émigrés, des Africains, de l'islam, etc., sont entendus dans cette partie du monde. Et donc ça crée un éloignement. Moi je vois très bien que le prestige de la France a diminué au cours des 20 dernières années. Il y a de multiples facteurs, mais l'un de ces facteurs, ce sont les discours d'hostilité qui sont... Une relève démographique, peut-être une relève générationnelle, pas démographique, une relève générationnelle qui fait qu'il y ait moins de compréhension des problématiques anciennes. Non, c'est aussi une sorte de peur, les peurs qui sont suscitées, les théories du grand remplacement n'existaient pas il y a 20 ans. Alors il y avait déjà des paroles d'extrême droite, racisme, mais qui étaient moins construites, moins élaborées. Et c'est comme qu'il y a de plus en plus de mélanges, comme la globalisation fait qu'il y a de plus en plus de mouvements, etc. Forcément, ça suscite à la fois des choses positives et des choses négatives, dont ces discours-là qui sont... bon. Mais vous savez, pour revenir à tous les pays que vous avez cités,
Donc en 2000, The Economist, qui est le grand quotidien, le grand hebdomadaire de la globalisation, titrait The Hopeless Continent pour l'Afrique. C'était le continent sans espoir. Tout le monde voulait partir parce que l'Afrique, c'était le sida, les génocides, les guerres civiles, la corruption, etc. Aujourd'hui, tout le monde veut aller en Afrique. Donc c'est très différent. Il y a une vraie concurrence. Il y a une vraie concurrence entre les différents acteurs non africains pour être présents en Afrique. Maintenant, ce n'est plus une demande européenne de se rapprocher de l'Afrique, mais une réticence de l'Afrique à se laisser approcher par l'Europe. C'est pas ce que vous pensez? C'est pas ce que qu'on verrait en France peut-être, qui est le pays... Non, il y a simplement, disons que les pays européens qui avaient un quasi-monopole avec auparavant, il y a 30 ans, il y avait les soviétiques, les américains, les européens, il y avait personne d'autre. Et puis au fur et à mesure, les autres sont arrivés, et donc les Africains peuvent jouer la concurrence. C'est aussi simple que ça. Ils ne sont plus dans un face-à-face quasi exclusif, donc ils font jouer la concurrence. La part relative du commerce entre l'Afrique et l'Union européenne a baissé. Le commerce a augmenté et la part relative a baissé. Donc c'est non, je crois pas que. Mais ceci étant, voilà, l'Afrique fait jouer la concurrence. Ils font venir les Chinois, puis après ils s'aperçoivent que les Chinois peut-être peuvent eux aussi être adeptes des échanges inégaux. Et donc du coup, il faut reprendre un peu des distances. Les Japonais sont arrivés, et donc voilà, on est dans un monde globalisé. L'Afrique est globalisée. Ça a changé. Maintenant, on n'a plus affaire à un seul interlocuteur ou deux ou trois ou un bloc. L'Afrique était isolée une fois encore. L'Afrique était le grand absent de la globalisation au début de la globalisation, et maintenant elle est deux pieds dedans. Revenons à notre Atlantique. Alors, on a parlé de l'Europe. Il y a des échanges positifs, négatifs, constructifs ou pas entre les populations, entre les deux continents. Qu'est-ce qui se passe avec l'Amérique du Sud? Avant de créer des choses et de créer des passerelles, ce sont des entreprises, ce sont des hommes, ce sont des femmes qui font ça. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille d'abord commencer par un rapprochement des populations, des peuples? On se connaît pas. L'Afrique a un passé colonial avec la France, avec le Royaume-Uni, donc francophone ou anglophone. En Amérique latine, c'est plutôt lusophone ou hispanophone. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait d'abord commencer par ça? Anglophone aussi, quand même. Amérique latine, oui, on peut dire ça aussi. Américaine, pour moi, etc. oui, effectivement. Donc, si je parle toujours du Sud. Hein. Oui. Oui, mais je veux dire, l'influence nord-américaine en Amérique du Sud, elle est quand même assez forte et on en sent encore les traces. Donc il y a quand même, effectivement, je dirais qu'aujourd'hui, la différence, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes brésilien ou argentin ou enfin colombien, si vous êtes latino-américain hispanophone, vous voyez pas l'Espagne comme une puissance coloniale. Vous voyez les États-Unis comme une puissance impériale. Et donc la mémoire de la domination pour l'Amérique latine, c'est une domination impériale nord-américaine. C'est pas une domination coloniale qui a pris fin il y a très longtemps. Alors non, je parlais pas. Excusez-moi, Pascal Boniface, je ne parlais pas du passé colonial en tant que passé. Je parlais du legs linguistique, culturel. Okay, bon, il y a l'anglais, d'accord, mais ça rapproche. C'est compliqué de rapprocher des peuples qui parlent pas forcément les mêmes langues. L'anglais, oui, en Amérique latine, mais il y a surtout une prédominance de l'espagnol, non? Oui, mais est-ce que la langue est un barrage pour rapprocher les peuples? Un peu, mais pas totalement. On peut traduire, on peut apprendre la langue de l'autre, et bientôt, je pourrai parler japonais et vous chinois, et on se comprendra par les moyens techniques. Donc non, c'est pas vraiment ça qui pèse, quoi. Très bien. Alors, un autre thème que je voulais aborder avec vous, cette fameuse l'Ouest et le reste, on revient là-dessus. Ça, c'est le vrai sujet. L'Ouest et le reste. Oui. Voilà. Alors, Russie, Ukraine, on a vu l'engouement comme un seul homme, si je peux dire, l'Ouest à soutenir l'Ukraine. On a vu les votes à l'ONU. Ça n'a pas été véritablement suivi. Et puis il y a la question moyen-orientale, la guerre à Gaza ou les massacres qui sont faits actuellement par l'armée israélienne. Est-ce que et l'approche des médias, l'approche des politiques, l'approche des populations, l'approche des sociétés, avec bien entendu un retournement d'opinion qui est en train de se faire. Est-ce qu'on ne pensait pas que ça éloigne encore plus l'Ouest et le reste? Mais complètement. Pour moi, le vrai sujet, il est là. Le vrai défi, il y a deux sujets majeurs. C'est le duel Chine-États-Unis qui va nous occuper pour les 10, 15 ou 20 prochaines années au minimum. Et puis ce fossé Ouest versus Est qui n'est pas né depuis la guerre en Ukraine, mais que la guerre en Ukraine a forcément élargi et que la guerre de Gaza a encore plus élargi. Pourquoi? Parce que on voit bien, vous l'avez dit, tous les pays occidentaux ont pris des sanctions contre la Russie. Tous, sans exception. Aucun pays du reste. Le reste, c'est très divers. C'est pas un bloc. Il y a vraiment de tout. Il y a des régimes démocratiques, des régimes autoritaires, il y a des pays riches, il y a des pays pauvres. Mais c'est le nouveau Sud, comme on pourrait l'appeler. Le Sud global, le nouveau Sud, donc
politique sanitaire Frozen Youssouf, ce qui était vraiment en anticipation. En fait, même si ces pays-là n'ont pas vraiment de projet commun, ils ont un rejet commun, qui est non pas l'Occident, mais la domination occidentale. Dans les pays du Sud global, il y a des pays qui veulent avoir des bonnes relations avec les pays occidentaux. Ce qu'ils ne veulent plus, c'est que les pays occidentaux leur dictent leur conduite. Et que les Occidentaux, qui ont dirigé le monde pendant 5 siècles, continuent à le faire sans tenir compte de leur avis. Et donc, en fait, quand vous allez voir des pays africains, que vous leur dites il faut prendre des sanctions contre la Russie, parce que ce que fait la Russie, c'est pas bien, elle a envahi un pays, etc., ils disent, mais écoutez, est-ce qu'on a pris des sanctions contre les États-Unis après la guerre en Irak? Non. Pourquoi on devrait? C'est une guerre qui vous concerne, vous, Européens. Nous, on en paye le prix parce qu'il y a l'inflation, que ça augmente le prix de l'alimentation, ça augmente le prix de l'énergie. On en est un peu finalement les victimes, mais pourquoi on devrait... Excusez-moi, je vous coupe, ce qui écarte encore plus, ce n'est pas ce deux poids, deux mesures, Ukraine-Russie, Israël... J'allais y venir, si vous me permettez. Donc, ces pays disent, c'est pas notre affaire, c'est la vôtre, donc ne nous demandez pas, on est déjà en difficulté, d'aggraver les difficultés en prenant des sanctions contre la Russie qui vont nous sanctionner, parce que, voilà. Et puis, effectivement, vous avez fait la transition, c'est que nous avons dit à tous ces pays, vous voyez, la Russie prend des territoires par la force, elle bombarde des civils, il faut la condamner, mais on voit que, finalement, Israël a quand même occupé les territoires par la force, et qu'il bombarde des civils, qu'il y a aujourd'hui, il y a plus, après 2 mois, 1 semaine de conflit entre Israël et le Hamas, il y a plus de civils tués à Gaza que de civils tués en Ukraine depuis presque 2 ans de guerre, donc le bilan est quand même très lourd. Et avec pratiquement le même tonnage de bombes qui est tombé, ou même plus. Voilà. Et que disent les Occidentaux, c'est il faut soutenir Israël qui a le droit de se défendre. Donc les pays du Sud disent, là, il y a quand même une petite contradiction dans votre raisonnement. Et donc, en fait, je pense qu'il y a une crise morale, c'est que les Occidentaux aiment bien donner des leçons de morale et de bonne conduite aux autres pays. Et là, ça tombe assez mal. Et que les Occidentaux vont voir quand même leur position être encore plus critiquée par les pays du Sud global de ce fait-là. Il y avait déjà quand même une sorte de séparation d'attitude avec la guerre en Ukraine. Et là, quand même, c'est beaucoup plus grave parce que les images circulent et elles circulent plus au sud qu'au nord. Parce que dans les pays occidentaux, on parle des otages, on parle beaucoup plus des otages israéliens que des prisonniers palestiniens. Et donc, on parle beaucoup plus, on parle toujours du droit d'Israël de se défendre, on ne parle jamais du droit des Palestiniens. Même la question sémantique a son importance, otages, prisonniers, combattants, soldats, armés. Les deux sont une guerre. La guerre médiatique et la guerre linguistique. Il nous reste une petite poignée de minutes, 3 ou 4 minutes. Je vous sais un fan de sport et de football en particulier. Vous me voyez venir. Vous étiez, si ma mémoire est bonne, à la finale qui s'est jouée à Doha, à Qatar, en décembre 2022, 2030. 2 continents, 3 pays, peut-être même 3 continents, première fois. En fait, 3 continents, c'est l'Amérique latine, l'Europe et l'Afrique. Bon, ça, l'Amérique latine, on l'a ajouté pour nettoyer la place pour que l'Arabie Saoudite puisse organiser la Coupe du Monde en 2034. Mais moi, je retiens souvent, le vrai dossier, c'est un dossier Maroc, Espagne, Portugal. C'est ça le vrai dossier de la candidature. Infantino a rajouté l'Amérique latine au prétexte de fêter le centenaire. Mais le centenaire, voilà, c'était une négociation. Il ne faut pas prendre les gens pour des idiots non plus. Et donc, c'est comme ça, comme c'est la rotation des continents, l'Amérique latine aura eu son édition Coupe du Monde 2030. Et donc, on met les compteurs à zéro pour 2030. Mais moi, je retiens la surtout, symbolique de cette... Voilà. Moi, je retiens surtout 2 choses. C'est que la symbolique pour la première fois, la Coupe du Monde sera organisée sur 2 continents, avec des pays, donc, rappelez-vous que l'Espagne et le Maroc s'affrontaient militairement pour l'îlot Persil il y a quelques temps. Il y a 20 ans, 21 ans. Et donc, le fait que ces pays fassent candidature commune, et puis le fait, après le beau parcours interrompu à temps de votre équipe du Maroc en Coupe du Monde, qui a quand même été le premier pays africain à aller en demi-finale, le fait que le Maroc enfin organise sa Coupe du Monde, alors vous avez candidaté souvent. Moi, j'étais partisan de l'attribution de la Coupe du Monde 2026 au Maroc. On a eu un scandale quand même qu'un président américain menaçant les pays qui n'avaient pas voté alors qu'il se fout du football, qu'il déteste le Canada et le Mexique, Trump a été jusqu'à menacer les pays qui ne voteraient pas pour cette triple candidature de sanctions, et donc y compris les pays arabes ont voté en faveur de cela contre le Maroc. Et donc, en fait, il est temps que la Coupe du Monde arrive au Maroc. Elle aurait dû venir plus tôt, au moins en 2026. Il y a eu d'autres candidatures, mais celle de 2026 était vraiment sérieuse, bien préparée, bien documentée. Vous avez les stades, il y en aura peut-être un peu d'autres.
il y a déjà les infrastructures, donc effectivement. Et des fois, quand on dit qu'elle peut être le premier pays africain qui puisse organiser les Jeux Olympiques, je pense que le Maroc est bien placé s'il le voulait. Alors, est-ce que par la suite, il y aura non plus une ville unique, mais une candidature multiple pour les JO, voire binationale? Mais en tous les cas, bon, le Maroc est un pays de sport, les gens sont passionnés par le sport, ils le vivent, et vous avez déjà des infrastructures, c'est qu'on ne va pas tout bâtir de zéro. Juste les améliorer. En tout cas, merci pour vos lumières. Merci. En 2030, je sais que vous allez être au Maroc très certainement pendant au moins un mois. C'est pas très loin. Vous allez avoir l'occasion, bien entendu. Merci d'avoir été avec nous, Pascal Boniface, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Rebonjour et bienvenue dans cette deuxième partie du débrief de cette semaine. Donc toujours à Marrakech, toujours en marge de l'événement Atlantic Dialogues du Policy Center for the New South. Merci d'être encore avec nous. Alors maintenant nous recevons le président du Policy Center, c'est Karim Anaoui. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est Aziz. Très rapidement, je sais que vous n'aimez pas qu'on vous présente, vous êtes économiste, ancien Banque mondiale, et vous êtes actuellement président du PCNS. Alors pourquoi cette thématique Atlantic Dialogues, qui est votre événement phare, et vous en êtes à la 12e édition maintenant? C'est un sujet qu'on travaille. Une prémonition. Oui, c'est un sujet qu'on travaille depuis une douzaine d'années, dont nous n'avons pas l'exclusivité, ou nous n'étions pas nécessairement à l'origine. C'est quelque chose qui avait déjà dont l'idée flottait, mais nous y avons mis des efforts, de l'énergie, et pour nous ce n'est pas simplement un événement, c'est un programme de recherche au niveau de Policy Center. Donc il y a un travail de publication qui est fait avec des dizaines de publications depuis une dizaine d'années, même, et puis beaucoup d'événements en cours d'année également. Donc pour nous, Atlantic Dialogue est si vous voulez, le moment fort de l'année sur lequel on réunit la communauté, mais on fait beaucoup de choses en cours d'année, des réseaux constitués. Et évidemment, du point de vue de la projection du Maroc dans le monde, c'est une dimension très importante avec celle de la Méditerranée ou notre ancrage à l'Afrique. Donc on est un pays aussi de multiples croisements, conjonctions. Donc on s'inscrit dans cette dimension globale. La confluence donc de trois grandes civilisations. Cette année, cette édition du Atlantic Dialogues intervient un mois après le discours de Sa Majesté, où il a développé sa vision afro-atlantiste, c'est-à-dire pas uniquement l'Atlantique et l'ouverture sur l'Atlantique, mais aussi la connexion des États enclavés, des États sahéliens internes, avec l'Atlantique. Est-ce que vous faites un prolongement du discours, ou plutôt une analyse, ou plutôt... On s'inscrit dans ce discours, bien sûr, avec une conceptualisation qui a été faite par Sa Majesté lors de ce discours. Là, cet hinterland africain, plein de défis, en fait, donc du Sahel, avec des problématiques de sécurité, tout ce qu'on a vécu ces dernières années. C'est une réponse tout à fait intéressante, et cette ouverture sur l'Atlantique aussi sud, donc toute sa partie Amérique du Sud, et je crois que ça va générer beaucoup d'intérêt. Ça a déjà généré de l'intérêt, on peut le constater ici auprès des participants. Je vous rappelle qu'il y a 80 nationalités ici. On a aussi des non-atlantiques, c'est important de garder le lien, mais essentiellement à 90% des participants venant des pays de l'Atlantique et de l'Afrique atlantique, bien sûr, qui sont ici. Ça a beaucoup suscité d'intérêt, cet engagement au plus haut niveau d'un pays comme le Maroc dans l'Atlantique, pays qui est perçu comme étant pays raisonnable, si vous voulez, avec des relations pacifiées avec l'ensemble de ses partenaires. Donc pour prendre du leadership dans ces dimensions conceptuelles, mais aussi qui se traduiront, et on en parlera peut-être probablement par des projets concrets du développement économique et social, parce que c'était aussi l'angle principal du discours. Il avait cette dimension économique de l'Atlantique, à juste titre, puisque les populations, les nations attendent aussi des changements concrets. Alors, lors de votre discours d'ouverture, votre allocution préliminaire, on va dire, vous avez parlé de méthode.
Il s'agit d'instaurer, de mettre en place une méthode. Avant d'entrer dans les détails, effectivement, il faut conceptualiser tout ça. Ça a été conceptualisé par Sa Majesté, comme vous dites, mais là, il faut créer une méthode de travail pour rapprocher les deux continents. Qu'est-ce que vous entendez par méthode et comment la faire? Nous, on a une méthode qui est celle des think tanks. Donc, on fait partie d'une culture particulière, culture stratégique, une manière de faire avec d'intenses partenariats. C'est tout l'intérêt. Des partenariats de nombreux pays. Donc on apprend, les autres nous découvrent, on ramène de l'expertise, on crée des réseaux, on veut faire des choses en commun. On a présenté ici hier une initiative commune avec les principaux think tanks indiens et italiens, de manière assez intéressante, et le Policy Center, enfin de New South, sur la demande d'un nouveau consensus, si vous voulez, sur les aspects, les dimensions de la gouvernance mondiale et sur le multilatéralisme. Donc la méthode, c'est ça, c'est des experts, c'est de la recherche, c'est des réseaux, c'est pas juste une conférence comme ça. Donc il faut investir. C'est aussi des choses qui se traduisent par des enseignements, par la diffusion d'une culture stratégique, par la formation de jeunes talents qui vont aller irriguer d'autres institutions et porter avec eux ces méthodes et des réseaux à l'international. C'est pour ça que c'est la mission des think tanks, et puis on se reconnaît entre nous, donc on a des facilités à travailler de manière communautaire pour pousser des idées. C'est aussi des plateformes d'échange, de fabrication de confiance. Vous pouvez le voir aussi comme une espèce de le terme confiance protocole de confiance dans lequel on peut se parler. Quand les gens vous connaissent, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus simple, et puis ils se rendent compte que finalement vous n'êtes pas celui que vous pensez, et qu'ils pouvaient penser. On évite les stéréotypes. Et donc, je crois que c'est l'une des forces de notre pays. On est un pays extrêmement ouvert. On vient de recevoir les réunions annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire. On va recevoir la Coupe du Monde. Tout ça s'inscrit quand même dans ce que nous sommes et dans notre rapport au reste du monde, porté par Sa Majesté, qui incarne ces valeurs de ce qu'est le Maroc, prédictible, stable, engagé, curieux de connaître les autres. La curiosité est très importante. J'en parlais avec l'un des pays un de nos participants, un ancien très haut responsable d'un pays avancé, et je lui disais, je suis un peu frappé par l'absence de curiosité des pays avancés qui se sentent questionnés, remis en question, compte tenu des évolutions qu'on connaît, avec une espèce de sentiment d'affaiblissement, peut-être pas pour les États-Unis, mais pour les autres. Et une réaction face à ce nouveau Sud un petit peu de crispation, ils nous défient, ils sont contre nous, quelle est cette révolte mais des critiques, ils sont pas harmonisés, c'est beaucoup de divisions, enfin une forme de... Et je disais, non, il faut être curieux, c'est de voir pourquoi. Il y a quelque chose quand même qui couve, il y a quelque chose qui bouillonne, il y a des demandes. On n'a pas besoin d'être d'accord sur tout, il suffit d'être d'accord sur une chose pour mettre en mouvement des transformations dans le monde ou des transformations dans les sociétés internes, si vous voulez. On n'a pas. Donc nous, on vient avec un discours assez intéressant. Donc c'est une culture aussi. Je vous savais économiste, je ne vous savais pas diplomate. Je le découvre. Vous dites ça avec des termes extrêmement suaves. Il y a un manque d'intérêt apparemment du Nord, de ce qui se passe vers le Sud, dans le Sud, c'est-à-dire cette convergence. C'est pas un manque d'intérêt, c'est vraiment... De curiosité alors. Oui, moi je l'appelle... La curiosité, c'est intéressant, c'est positif. Vous voyez, il y a deux types de Sud aujourd'hui. Vous avez un Sud qu'on appelle un peu un Sud global, on va porter par certains, qui est peut-être un Sud un peu idéologique, anti-Occident, eux et nous, porté par un certain nombre de pays, notamment les BRICS. Et puis vous avez ce que nous, on a appelé le Nouveau Sud, donc de manière assez intéressante et intuitive, avant que tout ça dépourvu de conflictualité. Moins conflictuel, dans l'engagement. Le Maroc correspond bien à ça, on n'est pas les seuls. Il y a un certain nombre de pays et qui sont prêts à continuer à avoir des relations pacifiées, mais différentes, rééquilibrées avec le Nord, si vous voulez.
Donc, et là où j'invitais notre ami du Nord à être curieux, parce que c'est sa diplomatie, enfin ses décideurs soient curieux. Je dis, mais pourquoi ça se passe? Pas simplement dire une réaction un peu comme ça, presque pavlovienne, si vous voulez, de crispation et de rejet par rapport à quelque chose qui vous dérange. Ben, ça fait 50 ans qu'on fait comme ça, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi? Vous ne craignez pas qu'il y ait un mouvement de résistance serait un mot qui serait peut-être excessif, mais quelque part, si ça ne plaît pas, entre guillemets, à ces pays du Nord, est-ce que vous ne craignez pas une réaction? Elle est déjà là. Sur la Chine, il y a des réactions. Sur la technologie, aujourd'hui, des mesures extrêmement concrètes des États-Unis sur le partage de la technologie. Vous pouvez mettre dans une situation particulière de la guerre en Ukraine toutes les sanctions et de la weaponisation du droit, des sanctions économiques qui sont liées à quelque chose de particulier, mais qui représentent quand même une manière de réagir qui aura des conséquences parce qu'elles sont observées par d'autres pays, etc. Donc la fragmentation du système financier international qui peut arriver, le rejet, la volonté de dédollariser d'un certain nombre de pays des transactions de leur commerce, etc. Donc tout ça, c'est déjà là, c'est aussi dans la reconfiguration de certaines chaînes de valeur, avec la volonté de développer de la résilience dans les approvisionnements énergétiques, de dérisquer certaines chaînes de valeur, comme on l'a pu voir des leçons du Covid, certaines chaînes, d'accord, de ce qu'on appelle le friendshoring, le nearshoring, c'est-à-dire délocaliser des pays amis, etc. Mais il faut avoir des amis pour ça. D'où la curiosité dont je vous parlais. Nous ne pouvons pas, nous, être assimilés à certains pays qui portent des discours anti-idéologiques par rapport au Nord, mais en même temps, on se retrouve un petit peu tous à demander un nouveau consensus, un changement du statu quo. Mais ça, problématique planétaire. Ça suppose une certaine ouverture d'esprit de ceux qui ont défini les règles du droit international, de l'ordre multipolaire depuis 1945, avec des résultats tout à fait intéressants, enfin, qui ont permis de digérer aussi la guerre froide, il ne faut pas l'oublier, sans grands accidents, donc avec des règles de vie commune, etc., qui aujourd'hui sont calquées sur une situation historique qui, de mon point de vue, beaucoup apporté, ou du point de vue du Sud de manière générale, mais qui doit être redéfini, revu, rééquilibré. Historiquement, il y a eu des relations entre l'Afrique et l'Europe, entre l'Afrique et l'Amérique du Nord, sur la grande histoire, et aussi sur l'Afrique et l'Asie. Contact direct. Historiquement, il y a eu très rarement, pour ne pas dire jamais, de relations entre l'Afrique et l'Amérique latine. Vous dites ça a été dit lors de la conférence, que l'océan Atlantique n'est pas un océan, mais un pont, une passerelle. Les think tanks discutent entre eux, les gouvernements discutent entre eux. Est-ce que les entreprises discutent entre elles? Est-ce que les peuples se connaissent par des échanges culturels, par du tourisme? C'est ce qu'on essaie de faire à notre petit niveau ici. Vous avez 80 nationalités, c'est pas rien. Ce programme de jeunes leaders, les Atlantic Dialogue Emerging Leaders, qui aujourd'hui est une communauté constituée de 420 jeunes leaders qui sont passés par notre programme qui se tient pendant une semaine pendant les Atlantic Dialogue chaque année. Tout ça crée des communautés, crée des contacts. Aujourd'hui, on a, par exemple, au Policy Center, 15 nationalités dans nos senior fellows. Donc, quand j'ai un senior fellow brésilien, ou on a quelqu'un de Sainte-Lucie dans les Caraïbes, ils apportent avec eux leur connaissance, leur sensibilité, leur culture, etc. Et on s'entend très bien parce qu'il y a un certain nombre de valeurs, quelque chose qui nous rejoint, c'est que nous sommes une institution fondée sur la recherche appliquée, avec une très forte connaissance des processus de prise de décision et des politiques publiques, vu les backgrounds de nos senior fellows, et puis aussi d'un autre côté des jeunes chercheurs que nous incubons. Et ça, c'est une manière de s'ouvrir aux autres, c'est une curiosité. Les autres ne font pas nécessairement ça. C'est pour ça que je vous dis, il y a quelques pays dans chaque continent qui sont un peu intermédiaires, passeurs, ouverts, qui investissent dans la connaissance de l'autre. Je crois que, je dirais, le Maroc est assez unique en Afrique. On pourrait penser, il y a certains pays peut-être en Asie centrale qui ont un peu ce positionnement.
Je n'en vois pas beaucoup en Amérique du Sud. Ça suppose aussi que vous soyez apaisé à l'intérieur, que vous soyez. On n'est jamais aussi fort à l'extérieur qu'on est à l'intérieur. C'est un reflet des images des sociétés. Et je crois que le Maroc a, dans ce contexte changeant d'ouverture, les atouts stratégiques du Maroc se sont aux yeux des autres. Nous le savions, nous Marocains, mais nous le percevions, mais aux yeux des autres, ils sont revalorisés, si vous voulez. Ils ont pris une valeur stratégique supplémentaire, fondée sur notre force intérieure, autour de Sa Majesté, de la stabilité du pays, de notre longue histoire, des valeurs aussi qui sont les nôtres, de la loyauté, de la confiance, de la parole donnée, de la prédictibilité dans nos politiques, etc. Donc tout ça paye au long cours. D'accord. Je crois que et aujourd'hui, on a avec ce changement de contexte et d'environnement, ces atouts sont encore plus valables, plus utiles, plus valorisés, ont plus de valeur. Donc nous, pardon, si Aziz, donc ce que nous faisons dans l'Atlantique, on s'inscrit dans ça. D'accord. C'est construit, c'est une culture qu'on fabrique. Ça prend un petit peu de temps. Il n'y a pas de formule magique, mais c'est très ancré dans ce qu'est le Maroc, dans cette approche. Et de là, vous pouvez fabriquer aussi des projets concrets. Enfin, tout ça n'est pas juste des choses qui relèvent de la pensée analytique et stratégique, mais c'est fondamental pour pouvoir fonder des décisions et créer des opportunités comme que le secteur privé peut prendre à bras-le-corps, etc. Alors, vous avez parlé des emerging leaders, les jeunes leaders. On a toujours dit que le 21e siècle serait celui du Pacifique, mais là, il semblerait qu'on est en train de retourner vers l'Atlantique, mais vers l'Atlantique Sud. Ce qu'on disait, maintenant, bon, on voit de la conflictualité, de la tension. Oui, voilà, ça reste quand même au plan stratégique vu, mais pas pour que des bonnes raisons. Pas que pour des bonnes raisons. C'est connu beaucoup pour des raisons un peu douteuses. Quel serait le rôle de ces jeunes leaders pour la génération à venir, pour construire et pour bâtir cette confiance et ces passerelles entre les deux continents, dans les jeunes leaders, dans les emerging leaders, ce qui s'est passé il y a quelques jours ici à Marrakech. Combien il y a de latino-américains? Qu'est-ce qui se passe? Comment? Ouais. Beaucoup. Il y a une soixantaine de nationalités. Chaque année, il y en a une quarantaine, donc on en a aujourd'hui un peu plus que 400. J'en ai parlé à plusieurs, ils sont 420 dans la communauté, il y en a plein d'ambition, d'entrain, d'enthousiasme. Oui, par exemple, avec le think tank indien dont je vous parlais, Observer Research Foundation, ORF et l'ISPI en Italie, ils ont aussi des programmes de jeunes leaders, et on a mis en commun 4 candidats chacun, dans chacun de nos programmes. Donc ici, on a 4 candidats des Indiens, 4 candidats des Italiens qu'ils ont présélectionnés, on leur fait confiance, et qui se sont ajoutés à la quarantaine qu'on prend. Et ils feront demain avec nous en Inde, nous enverrons 4 jeunes Marocains qu'on sélectionnera en Inde, et de même en Italie. Ils ont aussi 2 conférences similaires à Atlantic Dialogue en termes de taille, certaines plus grandes, mais en tout cas, tous les 3, on fait une grande conférence. On est à peu près à la même taille, au-delà de 100 personnes. Pour les Indiens, ils sont 200, les Italiens un peu moins, nous sommes 110. Et ils ont donc, en termes de certaines capacités, une grande conférence et un programme de jeunes leaders. Et donc, on va aussi circuler entre les conférences, etc. C'est déjà le cas, mais on a décidé de prendre un peu cette initiative en demandant un nouveau consensus. C'est intéressant qu'il y ait un think tank italien. Quand même, en Italie, ils ont plaisanté un petit peu en disant qu'on est tous le sud de quelqu'un. Mais même en Italie, ils ont envie de changer, par exemple, un pays. Donc vous avez aussi dans cette demande de changement de ce statu quo des pays européens avancés qui peuvent être intéressés, qui ont une partie sud, si vous voulez, dans de leur cerveau. On peut penser à l'Espagne également, le Portugal qui est en force ici sur la dimension atlantique, exactement. Donc c'est pas nécessairement une ligne géographique nord-sud, c'est un petit peu plus complexe. C'est toujours plus. Ce qui nous rejoint, c'est un peu la demande, un sentiment que cette gouvernance globale, etc., doit évoluer et que c'est nécessaire pour ce monde, en fait, pour une gouvernance qui existe n'étant pas appropriée pour préparer l'avenir, pour pacifier et pour aussi
permettre in fine le développement économique et social de nos pays, l'inclusivité sociale. Alors quand vous parlez de complexité, effectivement, les choses ne sont pas toujours simples, mais pour évacuer une partie de la complexité, on commence par simplifier les choses. Et pour simplifier les choses, il y aurait peut-être des domaines ou des champs d'activité qu'il faudrait privilégier au départ. Des questions ont été posées, des discussions ont eu lieu lors des dialogues atlantiques. Alors c'est la connectivité, c'est la santé, c'est le transport. Selon vous, quels seraient les secteurs à privilégier pour déjà lancer? Ouais, c'est comme lancer une passerelle, après on tire vers soi. Lancer comment on appelle ça, bon, j'ai perdu un hameçon, ouais, et tirer, si j'ose dire, parce que c'est quand même des continents, c'est un peu lourd. Mais quels sont ces champs-là et comment financer? Il y a eu aussi de longues discussions sur le financement. Les organismes dédiés ne sont peut-être pas toujours efficaces, Banque mondiale, FMI. Ils sont efficaces, mais ils ne sont pas à la taille de l'enjeu, si vous voulez. L'enjeu sur les institutions financières internationales, un problème de taille. La Banque mondiale, Banque africaine de développement. C'est un problème de taille par rapport aux enjeux de l'émergence de l'Afrique et évidemment de la transformation de nos économies et de nos appareils industriels pour être moins consommatrices d'énergie fossile et d'émissions de carbone, en fait. Donc ça, c'est deux énormes chantiers qui concernent le monde dans sa totalité et évidemment le financement du développement qui reste d'actualité en Afrique pour financer les infrastructures, l'accès à l'eau, à l'électricité, l'urbanisation, les besoins en éducation et en santé. Donc ce besoin reste fondamental. Pour ça que nous demandons une Banque mondiale plus forte, plus grosse, avec une gouvernance plus équilibrée. Donc on n'a pas la réponse politique des principaux actionnaires de cette institution. Mon sentiment, c'est qu'il y aura probablement des nouvelles initiatives. Il y a eu celle de la Chine avec la New Development Bank et en Asie, l'Asian Infrastructure and Investment Bank. Il y aura probablement des initiatives qui seront prises par ces puissances moyennes pour développer des instruments de financement qui marchent. Hein, si vous voulez, la Banque mondiale, ça a un marché en tant que coopérative. Avec un capital payé de 22 milliards de dollars depuis 80 ans, l'institution a pu débourser quasiment 900 milliards de prêts. Donc c'est une mécanique qui fonctionne. Vous devez réconcilier des besoins d'investissement immédiats avec des taux de rendement à très long terme. Donc vous avez non, la mécanique fonctionne. Maintenant, la volonté de faire grossir l'institution pour répondre à ces besoins n'est pas là, puisqu'elle est un peu prisonnière de la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Et donc des questions de leadership, de droit de vote, si vous voulez, à l'intérieur de l'institution, on n'a peut-être pas le temps d'en parler. Et donc, de facto, donc, ça ne répond pas aux besoins. Il y a une phrase qui a été dite lors de la conférence qui m'a marqué, que je trouvais très belle parce qu'elle est éloquente. Si je demande un crédit à la Chine pour faire une autoroute, je roulerai déjà dessus, alors que si j'avais demandé la même chose à la Banque mondiale, on en serait encore aux études. Oui, c'est une manière imagée, mais enfin bon. Il y a une autre de Larry Summers qui dit pour un pays africain, s'il s'adresse à un pays avancé, il lui demande j'ai besoin d'un financement, il reçoit une leçon, il demande ça aux Chinois, il reçoit un port. Mais il y a eu 20 ans aussi de pratique de la Chine en Afrique, avec des bonnes choses et des choses un peu moins bonnes. Donc les choses ne sont pas aussi ne sont pas noires ou blanches dans ce domaine. Mais je crois qu'autour du climat, autour de la connectivité, autour des échanges de matières premières, autour de l'agriculture, en particulier, puisque votre question était sur Amérique du Sud et Afrique, avec beaucoup de similarités sur les terres agricoles, en particulier avec le Brésil et l'Afrique. Évidemment, ça se fait déjà entre le Maroc et le Brésil. Le Maroc et les engrais. Il y a là beaucoup de coopération possible. Il y a aussi des choses en matière de sécurité. C'est aussi une zone où il y a des questions... Pas de grands conflits, donc c'est un avantage, mais il y a quand même des questions de sécurité qui se posent sur l'Atlantique. Il y a un bien commun d'exploitation des ressources. On peut penser à des échanges dans le monde académique, des universités. Nous-mêmes, on fait un certain nombre de choses. Vous parliez des emerging leaders. Donc aujourd'hui, on a une base de connaissances. Si vous nous demandez est-ce qu'on peut faire des choses au Brésil ou dans d'autres pays, ben on connaît les gens. On peut faire. Vous voyez, donc tout ça prend du temps, mais c'est à plusieurs niveaux. C'est au niveau comment est-ce qu'on voit le monde, de rapprocher nos idées. C'est au niveau des jeunes leaders. C'est au niveau aussi du secteur privé qui doit faire sa part. Et au niveau peut-être de mécanismes de financement qui pourront probablement émerger au fil du temps en fonction de la vitesse des réformes des institutions de Bretton Woods et de la réponse qu'ils apporteront aux pays. Les pays ne vont pas constamment continuer à demander des réformes, mais à un moment donné, ils vont agir.
Ça ne bouge pas, ils vont dire bon c'est bien, vous voulez rester à cette taille, on continue à participer à la coopérative, parce que ce sont des coopératives, ces institutions, mais on va créer d'autres choses parce que ça ne répond pas à nos besoins, etc. Donc tout ça c'est important à comprendre hein, et à intégrer dans nos propres politiques publiques pour définir notre action, nos orientations avec tous ceux qui travaillent dans ce domaine-là. Il faut, à mon sens, de la multidisciplinarité, donc un monde multi-avis, mode plus complexe, donc il faut s'y intéresser, il faut y travailler. Donc la méthode, c'est celle un peu des sciences, si vous voulez. J'analyse, j'étudie, je parle, je capitalise, je transforme ça dans l'enseignement, j'irrigue, vous voyez. Alors, le monde bouge, est en plein mouvement sur plusieurs champs. Le PCNS aussi, il nous reste 1 minute. Le PCNS bouge. Prochains événements, publications phares que vous avez fait en 1 minute. Je sais, c'est difficile, c'est très difficile, je sais. On vient de finir notre cycle de programme de recherche, un programme de recherche sur 3 ans, et on est en train de finaliser. On a quasiment fini pour le prochain triennal, donc 2024-2026. On continuera sur l'Atlantique, bien évidemment, avec un programme de recherche intense et d'activités, de réseaux, d'exploiter toute cette connaissance, ces réseaux qu'on a fait, donc de partenariats. On continuera bien sûr sur le développement économique du Maroc, sur la croissance, les problématiques de sécurité sociale, de protection sociale, pour essayer d'apporter notre contribution. Évidemment, l'Afrique, sa place dans le monde, le multilatéralisme, la globalisation, donc tout ça, c'est avec passion aussi, et aussi être une fabrique de talents pour les jeunes chercheurs, donc qui se développent, qui aussi, après quelques années au Policy Center, vont le Policy Center, pour un peu mieux comprendre les problématiques du monde. Merci Karim Ainaoui, président du Policy Center for the New South. Merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.